portrait d'une génération en exil. Le Mataroa, c'est ce bateau néo-zélandais qui largue les amarres de Grèce le 22 décembre 1945, en emportant avec lui plus de 200 passagers, dont près de 150 étudiants boursiers sous l'égide du gouvernement français. Il quittait la Grèce pour fuir les heures sombres que vivait le pays entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et la guerre civile qui allait commencer en 1946. Ils allaient rejoindre Paris une semaine après leur départ, le 28 décembre, après avoir débarqué à Tarente, en Italie du Sud, et continuer le voyage en train de la Suisse à la France. C'est Octave Merlier, directeur de l'Institut français d'Athènes, et Roger Méliac, son adjoint, qui comprennent que cette jeune élite intellectuelle est en danger et l'aident à fuir le pays. Certains d'entre eux deviendront de célèbres écrivains, poètes, peintres, architectes, philosophes, scientifiques, cinéastes, artistes en France. Très peu rentreront en Grèce, devenue une dictature jusqu'en 1974. L'urbaniste Georges Candilis, par exemple, qui réalisa notamment le quartier du Mirail à Toulouse, l'écrivain André Kédros, aussi connu sous le nom d'André Massepain, ou encore les philosophes Kostas Axelos, Kostas Papaioannou et Cornelius Castoriadis, qui qualifiera ce voyage d'événement historique. Une odyssée grecque contemporaine racontée sur France Culture en 1980, 35 ans après cette aventure, par Guillaume Mallory et 10 de ses exilés à qui il tend le micro. Première enquête sur cette histoire du Mataroa dans les chemins de la connaissance, une série intitulée La Nef des Grecs en 10 épisodes. À venir, à écouter tout de suite, les 5e et 6e émissions diffusées le 7 novembre 1980, de la défaite de la gauche à l'idée du départ, et diffusées le 10 novembre, Mataroa, bateau de l'intelligentsia grecque. Mataroa, ce bateau au nom mystérieux qui signifie la femme aux grands yeux. La guerre civile qui a éclaté au mois de décembre Aristide Tsitsikas a conduit à une bataille serrée entre d'abord la police et l'armée grecque qui était fidèle au gouvernement à cette époque et l'armée de l'Hellas, jusqu'au jour où les Anglais, après avoir préparé leur armée, ils ont intervenu en force. Alors, à la suite de cette intervention, l'Hellas a été obligé d'évacuer Athènes et c'est une évacuation qui s'est passée dans des conditions assez pénibles et difficiles. Et moi-même, j'ai traversé toute la Grèce, je me suis trouvé à Trikala après avoir marché à pied pendant des jours et des jours. Trikala, c'est au nord de la Grèce. Et alors, le même mouvement, on l'a vu dans beaucoup des résistants qui sont partis par les montagnes, par tous les moyens, sous le contrôle de l'aviation anglaise, sans aucune aide d'autre part. Je suis parti d'Athènes. Koustas Kolonianos. Je fais 2000 km à pied. C'est allé jusqu'à la frontière. Vous êtes allé au nord, vous êtes remonté jusqu'à la frontière albanaise. Et on avait avec nous une quantité de prisonniers anglais. Parce qu'on avait des prisonniers anglais. Qu'on les traitait mieux que nous. Mais c'était épuisant et épouvantable. C'était très dur, cette marche continuelle, il pleuvait, il faisait mauvais. Et vous êtes monté par les montagnes? Ouais, par le matin, oui. En plein hiver? En plein hiver, c'était au mois de décembre. C'est ça. Et on est arrivé jusqu'à Jeannen, où il y a une petite histoire. Là. Et il y avait une réunion où j'ai rencontré un type qui était, pendant que j'étais à l'école des Beaux-Arts, il était la dictature de Métaxas à l'époque. Alors moi, je n'étais pas inscrit à la jeunesse
de Metaxas. Et on était deux qui n'étaient pas inscrits. Macris et moi, on était les deux élèves de l'école qui n'étaient pas inscrits. Et lui, il était le chef de la jeunesse de l'école. Et quand je le vis à Jeanne, il était dans la résistance. Il ne m'a pas reconnu, moi je ne l'ai pas reconnu. Je n'ai rien dit. Je laissais passer le truc, ça. Il n'y avait pas de raison. On peut changer d'idée. Tout est possible. Mais je me rappelle le regard qui passe comme ça, qui a traversé l'autre regard. On ne s'est pas parlé. Et ensuite, il y avait le retour où on était pris par les soldats, on était traités comme je ne sais pas quoi. Vous êtes fait arrêter? Au retour, oui. À quelle hauteur? Oh, à Larissa, par là. Et quels avaient été vos contacts avec les îlots de Grèce libre, un peu les villages qui étaient tenus par l'hélas le long de ce trajet? On n'avait pas de contact. Pas de contact? Non. Et comment se sont fait les décisions pour savoir qui partait en Albanie, qui partait en Yougoslavie, qui partait... Ça, je crois que chacun pouvait décider comment il faut faire. Il y a des gens qui avaient peur, des autres qui n'avaient pas peur. Il y avait des gens... Et à cette époque, il y avait beaucoup de monde qui est parti. Mais l'attitude générale, c'était plutôt un retour sur la Grèce ou... Il fallait rentrer, il ne fallait pas partir. Je parle des dernières sonneries militaires après la défaite, des derniers lambeaux d'un habit de fête, de nos enfants qui vendent des cigarettes aux passants. Je parle des fleurs qui se sont flétries sur les tombes et qui pourrissent sous la pluie, des maisons qui bâillent sans fenêtres comme des crânes édentés, des filles qui mendient, montrant les blessures à leur sein. Je parle des mères qui traînent à demi nues dans les décombres, de ces nuits sans fin, quand la lumière diminue à l'aube. Je parle des camions surchargés et des silhouettes dans les terrains vagues, des cours des prisons et de l'œil humide des condamnés à mort. Manolis Anagnostakis. Et après cette défaite et après le commencement de réorganisation de l'hélas dans la montagne, la résistance grecque a tenté de trouver un accord avec le gouvernement grec sur des bases tout à fait démocratiques. Aristide Ils Didikas. ont essayé de négocier surtout l'amnistie, donner la possibilité aux résistants de revenir à leur ville et essayer d'organiser sous le contrôle du gouvernement qui existait à l'époque de Papandréou une vie démocratique en Grèce. Et sous ces conditions-là, ils sont arrivés à faire l'accord de Varkiza. L'accord de Varkiza, 12 février 1945, garanti par le gouvernement britannique, prévoit la démocratisation de l'armée, des corps de sécurité publique et la création des conditions indispensables pour procéder au plus tôt à des élections et à un plébiscite. Dans l'accord de Varkiza, parmi les choses les plus importantes qu'ils ont déterminées, c'était que tous les Grecs, ils revenaient à l'armée régulière sans tenir compte de leur passé, sans tenir compte de leur participation à la résistance, et étaient considérés tous égaux dans la vie militaire. Du moins, c'est ce qu'on disait dans les textes, parce que la réalité... Et alors, les textes disaient ça, et moi j'ai eu mon expérience personnelle. Suivant ces textes, je me suis présenté et incorporé à l'armée grecque, et une dizaine de jours après, je suis arrêté, et je me trouvais en prison à Psyttalia, c'est une île qui se trouve en face d'Épirée, sans aucune raison, et quand je suis arrivé à cette île, j'ai trouvé des centaines d'amis ou de camarades ou d'autres qui étaient là dans les mêmes conditions. C'était la première preuve qu'ils n'en voulaient pas des résistants à l'armée grecque. D'autant plus que vous étiez officier. Quand je suis arrivé à l'armée, mon dossier était disparu. On m'a dit qu'on va chercher mon dossier, et pendant
cette recherche, j'étais qu'un simple marin. Et je suis arrivé à Psyttalia comme marin et j'ai demandé des explications. Pourquoi j'étais là? Personne ne m'a donné aucune explication. Et on a appris petit à petit qu'ils étaient en train de monter des dossiers faux, la plupart avec des témoignages, des faux témoignages, pour inculper les gens et passer devant un tribunal et pour les condamner. Pour les gens qui n'ont pas pu trouver des documents ou de monter une accusation concrète, on les renvoyait sous de différents prétextes. Et moi, un jour, au bout de 3 mois, on m'a convoqué en me disant que vous êtes renvoyé de l'armée parce que votre comportement à l'armée, il n'est pas digne de vous. Alors même que vous sortiez de l'école militaire de la marine grecque? Alors, à ce moment-là, j'ai expliqué à l'officier qui m'a reçu que question comportement à l'armée, je ne peux pas discuter parce que comme j'ai fait mon service militaire en prison, je ne pense pas qu'il pouvait avoir des arguments contre moi. Par contre, c'est ce qui concerne mes capacités. D'abord, j'avais fini l'école polytechnique d'Athènes en un rang très très élevé. Et deuxième chose, j'avais fini premier à l'école de guerre quand j'ai fait mon service militaire, justement pendant la guerre contre les Italiens. Et comment il a réagi quand vous lui avez dit ça? Alors, sa réaction était très étonnée. Il m'a dit, bon, alors écoutez, vous attendrez encore un jour pour vous donner votre certificat qu'on vous renvoie de l'armée. Et il m'a convoqué le lendemain. Il m'a donné un certificat contrairement à l'ordre de l'état-major, sur lequel il disait que mes capacités étaient très bonnes et que j'avais un comportement vraiment très bon à l'armée. Il m'a renvoyé quand même. Et actuellement, j'ai à ma disposition 2 certificats, un qui venait de l'état-major, l'autre qui venait de ce monsieur. Donc ce qui apparaît bien à travers votre témoignage, c'est que les forces vives finalement de la résistance et du pays, puisque la résistance s'identifiait au pays, pendant cette période, ont été évacuées, mises à l'écart, et c'est sans doute ce qui explique votre attention au bruit qui a couru en 1945 à Athènes, lorsque l'Institut français d'Athènes a laissé entendre qu'elle pouvait donner des bourses à un certain nombre d'étudiants grecs francophones pour aller ensuite en France. De toute façon, c'était très visible qu'à partir du moment que les accords de Varkiza ils ont commencé à être appliqués, les gouvernements grecs n'étaient pas disposés de les appliquer à la lettre. Ils préparaient, avec un programme bien étudié, d'exploiter la défaite de la gauche et d'éloigner tous les résistants des postes aussi bien gouvernementaux ou d'autres. Donc, on a assisté à une organisation de la police à tous les pays, avec la surveillance des résistants, et petit à petit, on sentait que la vie des résistants devenait difficile. Εκεί που πάει να σκύψει τη Ρωμιοσύνη μη την κλαις. Εκεί που πάει να σκύψει με το σουνιά στο κόκαλο με το λουρί στο σβέρκο. Τη Ρωμιοσύνη μη την κλαις. Non ti pediente, non ti pediente, non ti pediente. Να την πετιέ τα πόξαρχής κι ανδριεύει και θεριεύει. Να την πετιέ τα πόξαρχής κι ανδριεύει και θεριεύει. Dans l'année 1945, il y a tout d'un coup un bruit qui court dans les milieux intellectuels d'Athènes, c'est qu'il va être possible de sortir de Grèce et d'échapper un peu à cette ambiance de folie qui guette la Grèce. Alors, comment ce bruit a couru? Qui en a été à l'initiative et comment vous l'avez su?
En 1945, je crois, toute la Grèce rêvait de partir. Mimika Il y avait une Kranaki. rengaine à la mode, et vous savez, les modes, c'est jamais le pur hasard. Justement, on entendait chanter à longueur de journée, il faut partir, je t'emmènerai, on partira. Là où on connaît personne. Je crois que le sentiment était général que trop, c'était trop. On avait vraiment, la coupe était pleine, on n'en pouvait plus de vivre là, cette horreur. Donc, en ce qui me concerne, j'avais fait une demande de bourse au British Council, qui m'avait refusé cette bourse, et le même dossier, je l'ai transporté à l'Institut français, où j'ai été reçue. On m'a accordé une bourse pour, je ne sais plus quoi, philo ou sociaux, je ne me rappelle plus. Bon, la bourse est une chose, mais le départ était une autre chose. Il n'y avait pas de communication à l'époque. On était quelques dizaines, et puis d'autres Grecs ont profité pour quitter le pays, ce qui fait qu'on s'est trouvé plus d'une centaine sur ce bateau. Je n'ai pas fait les beaux-arts à Athènes, j'avais travaillé avec un professeur qui s'appelait Gianni Manussi. J'ai eu la chance d'exposer en 1943. Kostas Andreou. Disons d'avoir pas mal de succès, d'être très connu tout de suite. Alors, ce qui m'a permis d'avoir une bourse du gouvernement français avec tout cet arrivage en France de 250 à peu près boursiers. Moi, je l'ai appris tout à fait par hasard. J'étais, à l'époque, à Athènes, il y avait les trams encore, les tramways. Et un jour, j'étais justement avec le tram pour aller à Omonia, et je rencontre un de mes amis il était étudiant aussi, il avait fait du latin. Et lui, Nikos Karakostas. Il venir à Paris pour faire une thèse, un doctorat dans le latin. Et je l'ai rencontré dans le tram, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu deviens? Ah, tu sais, je pars demain pour Paris. Alors je dis, comment tu fais pour partir pour Paris comme ça demain? Il m'a dit, tu ne sais pas, il a l'Institut d'Athènes qui a donné des bourses, et maintenant tout est prêt, on part demain. Toi, tu as le droit aussi, puisque tu es un ancien élève. Mais c'est un peu tard. Alors je dis, mais comment ça se fait? Comment on peut avoir droit? Il dit, mais c'est sur présentation de diplôme. Alors il m'a dit, mais essaye, mais enfin, je pense que tu n'as pas beaucoup d'espoir. Alors moi, tout de suite, quand il a dit, comme je voulais quand même depuis longtemps venir à Paris, même à l'époque, je m'intéressais à l'école centrale et j'avais posé des questions à des amis, tout ça. Alors je cours tout de suite à l'Institut d'Athènes et je vois M. Merlier, qui était à l'époque directeur. Et alors je dis, M. Merlier, moi je l'ai appris aujourd'hui, et est-ce que j'ai le droit d'avoir une bourse aussi? Il me dit, ah non, parce que les bourses, on les a données, il a à peu près 60 bourses du gouvernement français, mais je peux vous donner une invitation de la France pour venir faire vos études en France à vos frais. Et avec ça, ça va vous permettre aussi de prendre le sursis du service militaire. Mais, vous savez, tout le monde part lundi matin, c'est un samedi. On était en juillet à peu près. Je crois. Et alors, je prends l'invitation. Je me suis renseigné tout de suite, il n'y avait aucune possibilité le samedi et le dimanche de contacter le service militaire. Alors j'étais un peu désespéré, mais le lundi matin, ils m'ont dit que non, le bateau qui devait venir prendre tous les étudiants, c'était un bateau suédois qui s'appelait Gripsholm, je crois. Et alors ce bateau, il a eu une avarie, il a eu une chaudière, je crois, qui a sauté, ou à Naples, enfin je ne sais pas à quel endroit exactement, et il était retardé. Alors là, c'est tout de suite, alors j'ai profité, je suis allé, j'ai vu tous les services militaires, tout ça, j'ai préparé mes papiers, et après on attendait le bateau. À la fin, comme ce bateau était très en retard, il y a les Anglais qui ont mis à la disposition du gouvernement grec un bateau militaire anglais qui s'appelait Mataroa. Et c'est là où tout le monde s'est embarqué sur le Mataroa, et on est parti au mois de décembre. Et c'est ainsi qu'on a passé des examens, et on a choisi une série de gens, je ne sais pas moi, une soixantaine, je ne me rappelle pas exactement les nombres, je crois que Nicolas Voronos. À peu près, c'est le plus grand nombre de bourses que la France avait donné d'un seul coup. Après la guerre, un pays ruiné, avoir la possibilité de donner une série de bourses, ça nous a déjà, ces faits nous a déjà impressionnés. Et alors là, on a passé des examens, on a été choisis. Il y avait des tris que vous imaginez, des interventions politiques, mais en tout cas, grâce à l'insistance de Merlier, je crois qu'on avait quand même choisi parmi les meilleurs éléments de ce moment-là,
des jeunes intellectuels grecs. Mes parents voulaient rentrer en France puisqu'ils habitaient Paris avant la guerre. Et mon beau-père s'est mis en contact avec Miliex, qui était, je crois, le directeur. T'es sous-directeur. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Et qui lui avait donc promis de lui donner le poste de médecin accompagnant les boursiers. Hélène Mangriotis. C'était un moyen de quitter la Grèce. Donc vous êtes adjoint à au groupe primitif des 70 personnes qui étaient boursiers à titre. Vous étiez sans doute une des plus jeunes. Une des personnes les plus jeunes. Oui, enfin j'étais la plus jeune parmi les grands, mais j'avais 2 frères qui avaient 10 ans et 5 ans. Donc nous nous sentions quand même tout à fait exclus. C'est-à-dire je sentais qu'il se passait des choses. Je sentais que parmi les boursiers, enfin tous les gens qui avaient milité, qui étaient communistes, qui étaient des intellectuels, voulaient quitter la Grèce pour des raisons que je comprenais très bien. Mais moi-même, je n'avais pas participé à cette vie politique, mes parents non plus. Donc je me sentais un peu parasitaire et je sentais que mes parents avaient profité de cette occasion pour quitter la Grèce. Et en quelque sorte, je me sentais un peu honteuse. Parce que j'avais senti qu'il y avait beaucoup de choses qui m'avaient échappé, que j'avais un âge où ces choses-là n'auraient pas dû m'échapper. Parce que par exemple, j'ai eu un camarade de classe qui, lui, est mort pendant la guerre civile, il avait 15 ans, on l'a trouvé mort au pied de l'Acropole. Donc je me suis sentie comme ça, enfin, amenuisée par mon milieu, qui nous gardait dans cette espèce d'infantilisme. J'avais le sentiment, alors là, très 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 précis et tout à fait ineffaçable, que j'avais vécu quelque chose de très important sur le plan historique et sur le plan humain. Une expérience en même temps épique, douloureuse, très angoissante, mais où il y avait des grands sentiments de fraternité, de camaraderie, de souffrance partagée. Le travail de M. Merlier n'a pas dû être toujours facile, puisque c'est un véritable pèlerinage à chaque ministère qu'il a dû faire face, puis étant donné qu'il y avait de nombreux intellectuels de gauche qui étaient dans cette... C'est ça. Et alors quand ils ont choisi les étudiants pour obtenir ces bourses, ils ont donné un catalogue au gouvernement grec avec les noms des gens qui étaient choisis. Aristide et à ce moment-là, on a constaté qu'il y avait un mouvement, aussi bien qui venait du gouvernement que de la police, pour essayer d'éloigner le maximum possible des résistants ou des gens de gauche de ce catalogue. Évidemment, à ce moment, je crois que M. Merlier a intervenu lui-même. On était prévenu qu'il y avait un bateau anglais qui s'appelait Mataro, qui partait en Italie et qui pouvait amener les étudiants grecs gratuitement jusqu'à Tarente, au sud d'Italie, à Tarente. Et à partir du moment qu'on arrivait en Italie, le gouvernement italien, il pouvait nous amener par le train jusqu'à la frontière suisse, et à partir de là, c'était beaucoup plus facile parce que les trains suisses et français fonctionnaient normalement. Je me rappelle que Kadilis avait fait une conférence sur la reconstruction de la France. Kostas Koulandianos. Et c'était comme la France était mise en œuvre, à neuf, tout de suite. Tous les ponts arrangés, dans un an, tout était arrangé. C'était extraordinaire. Tout le monde était absolument sûr que c'était extraordinaire. Il y avait un autre qui a fait une conférence opposée. Il n'y a pas de drap, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de voiture, il faut prendre quelque chose. On avait pris des draps, des voitures, des vélos. Vous-même, vous aviez un vélo? Moi, j'avais un vélo. J'avais démonté un vélo, je l'avais mis dans une malle. Et on a profité de cette occasion. Aristide Didzikas. Et on s'est organisé pour partir le jour que le bateau arrivait au Pirée. Évidemment, la situation en Grèce se dégradait de mois en mois. Et on craignait tous qu'un jour ou l'autre, ou la police ou d'autres autorités, ils pouvaient intervenir et nous empêcher de partir. Quand le moment du départ à Athènes, au Pirée, on a constaté l'intervention de la police. Ça veut dire que la police doutait que nous, partant de Grèce, on amenait des documents de la résistance grecque pour informer quand même l'Europe de ce qui s'est passé en Grèce. Ce qui était vrai d'ailleurs.
c'était vrai et c'était nécessaire, je crois. Ça pesait sur tout le monde. Il y avait l'espoir d'un côté de partir, et de l'autre côté, il y avait les gendarmes derrière. Dans ces rues, des gens marchent. Des gens se hâtent de fuir, de s'enfuir. D'où? Pour arriver où? Je ne sais. Nul visage. Aspirateur, bottes, caisse. Se hâtent. Dans ces rues, jadis, ils étaient passés avec de grands drapeaux et avaient une voix, je m'en souviens, longtemps, une voix audible. Aujourd'hui, ils marchent, courent, se hâtent. Le train passe, ils montent, se bousculent. Feu vert, feu rouge. Le concierge derrière sa vitre. La putain, le soldat, le boucher. Le mur couleur de cendre. Plus haut que le temps. Même les statues sont aveugles. Yanis Ritsos. Vous écoutez La Nef des Grecs dans les chemins de la connaissance sur France Culture, suite. Tout de suite, 6e émission, diffusée le 10 novembre 1980, Mataroa, bateau de l'intelligentsia grecque.
On a entendu l'arrivée des Matarois pendant des semaines et des semaines. Et on a vécu pendant un mois à peu près, on ne rappelle pas exactement les dates, dans l'angoisse si Matarois arrive ou n'arrive pas. Parce que vous comprenez très bien que notre désir de partir dans une terre libre était vraiment très grand. Nous vivions dans l'angoisse et dans la terreur. Parce qu'il ne faut pas oublier que la période après les révoltes, après la résistance de décembre, était vraiment intenable en Grèce. Vous savez, pour moi, c'était d'abord l'évasion. Vous voyez, prendre les bateaux et fuir vraiment la Grèce, c'est une chose que je voulais faire depuis 1932, c'est honteux de le dire, mais c'est une vérité. Costas Andréou. Parce que je n'ai jamais pu m'adapter vraiment en Grèce bien depuis mon enfance. Parce que là, je suis allé en Grèce à l'âge de 8 ans, je n'ai jamais pu m'adapter dans un pays, je croyais que j'avais perdu quelque chose que j'avais laissé au Brésil. Vous êtes né au Brésil? Je suis né au Brésil, c'est un pays fantastique, etc., ce que je n'ai pas trouvé en Grèce. Bon, c'est tout à fait, c'est personnel. Et votre famille était de quel endroit? Mon père est d'Égypte, il n'est pas de Grèce, et ma mère est d'une île grecque. Bon, mais j'ai vécu en Grèce une vie très dure d'ailleurs, très noire, etc. J'ai pu m'en sortir parce que là, j'aimais bien lutter, comme beaucoup de Grecs qui aiment lutter, se bagarrer, sortir. Mais du bateau, vous savez, je me rappelle pas grand-chose. Bon, ces personnes que je connaissais pas, je faisais connaissance. Ils avaient tous des têtes sympathiques, plus ou moins intellectuelles. Je me souviens absolument pas de l'embarquement. Ouais. Je me souviens de la première nuit sur le Mataroa, qui était une nuit très claire, très étoilée. Et j'ai retrouvé un vieil ami d'enfance. Hélène Mangriotis. Habitant plus que moi, qui lui était professeur de latin. Et il m'a dit, nous allons vers une vie nouvelle, nous allons connaître des choses merveilleuses que nous ne connaissons pas, nous allons partir de cet univers d'opprimés. Et pendant qu'il me parlait, je ne croyais absolument pas à ce qu'il me disait. J'étais sûr que j'allais vers un univers déjà restrictif. Aristide Didikas, ingénieur civil, président de la communauté hellénique. On se trouvait dans cet énorme bateau, 140 personnes, le bateau était presque vide, et il y en avait juste le personnel du bateau qui n'était pas plus nombreux que nous. Pour nous, les Grecs, qui n'avaient pas beaucoup voyagé à l'étranger avant la guerre, parce que les Grecs voyageaient très peu à l'étranger, et on se trouvait dans une ambiance un peu extraordinaire. D'abord, on s'est rendu compte à ce moment-là qu'on quittait la Grèce, on ne savait pas ce qui nous attendait à Paris, et on a tous réalisé qu'on allait faire des études, réaliser un programme que jusque-là on ne croyait pas possible. Il s'est créé une espèce de mini-légende autour de ce bateau, quelque chose qui entre l'épopée et la tartarinade, comme si c'était le Mayflower, ou comme si c'était le bateau ivre, ou je ne sais pas, le vaisseau fantôme. Mais on a pris ce bateau-là parce qu'il n'y en avait pas d'autre, c'est aussi bête que ça. Et il n'y a pas de quoi faire une légende. C'est-à-dire, s'il s'agit de parler de l'immigration, au lieu d'enquêter sur ce bateau-là, je crois qu'il serait plus significatif d'enquêter sur les convois qui partent tous les jours maintenant de Grèce, qui traversent la frontière grecque à Givieli vers la Yougoslavie et qui charrient des cargaisons entières de travailleurs grecs. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que l'immigration n'est pas un événement ponctuel. L'immigration, c'est un phénomène structurel et chronique. Le phénomène de la diaspora grecque est un phénomène très ancien. Là, il s'agit d'une immigration que vous rappelez qui continue encore aujourd'hui. Oui. Cependant, sur le Mataroa, il semble que cette immigration a une dimension particulière. C'est un peu celle de l'exil, dans le sens où il y a quand même la conscience qu'il est très possible que vous ne reviendrez pas, ou qu'au moins vous ne reviendrez pas dans une échéance très courte. En ce qui me concerne, je ne suis pas du tout partie avec l'idée de ne plus jamais revenir. Loin de là. Je pensais aller faire des études, une thèse, autre chose selon là, et puis rentrer comme tout le monde, comme ça se faisait à l'époque. Je ne pensais jamais que j'allais mener une existence d'étrangère, d'émigrée, ou une existence de française, de femme française.
C'est l'histoire au futur antérieur dont j'ai parlé. Je crois très peu de nous se doutaient qu'il n'allait plus jamais retourner pour de bon au pays. Aujourd'hui, on le sait, alors on ne savait pas du tout. Monsieur Byzantios, ce voyage du Mataroa, c'est un voyage donc qui est organisé par l'Institut français d'Athènes, par des Français. C'est un voyage qui se passe sur un bateau qui est un bateau anglais, un bateau de transport de troupes. Et pourtant, il semble que les Grecs phagocytent toute cette organisation bien pensée et en fassent presque une nef des fous. C'est vrai un peu, mais il faut aussi voir comment ça s'est présenté. On quittait la Grèce dans une situation assez compliquée, une révolution avait eu lieu, une résistance, la guerre, tout ça. Et ce voyage-là avait plusieurs aspects. Pour moi, il avait également un aspect assez dramatique parce que je pensais que je quittais définitivement la Grèce. Alors, quand nous sommes trouvés tous dans ce bateau-là, il y avait à la fois un grand sentiment de libération, de partir, aller ailleurs. Puis c'était le voyage qui est tellement quand même dans l'imagination des Grecs très familier. Il y a eu une énorme pagaille. On a vu des Anglais avec leur organisation, des choses que pour nous sont assez incompréhensibles. On a voulu un peu foutre en l'air tout ça, n'est-ce pas? Et il y a une grande pagaille dans ce bateau, c'est vrai. Σαμβόρα σαν καταιγίδα και στη δικιά μας πατρίδα ο πόλεμος ένα πρωί και νέκρωσε κάθε ζωή. Γκρέμισε σπίτια, βούρκωσε μάτια και αίματα γιόμισε τα μονοπάτια. Πέρασε όμως καιρά, όλα γερούν ξανά. Pendant ce temps, la Grèce voyage, encore et toujours. Et si nous pouvons voir la mer Égée fleurir de cadavres, c'est du corps de ceux qui voulurent attraper le grand navire à la nage, du corps de ceux qui en ont eu assez d'attendre les navires qui ne pouvaient prendre la mer, l'Elsie, le Samothrace, l'Ambrakikos. Et les navires sifflent, maintenant que le soir tombe sur le Pirée. Sans arrêt, ils sifflent. Mais pas un cabestan ne bouge. Aucune chaîne n'a brillé, humide, dans la lumière ultime du soleil couchant. Le capitaine reste de marbre dans ses ors et dans ses blancs. Où que j'aille, la Grèce me rouvre une blessure. Décor de montagne, archipel, granit, nu. Le navire en partance s'appelle Agonie 937. Georges Séféris. Hélène Mangriotis. Le premier jour, on a séparé les hommes des femmes, l'équipage était anglais, et on ne savait pas où mettre mon jeune frère qui avait 5 ans. Alors l'officier anglais a délibéré pendant un quart d'heure pour savoir s'il allait le mettre avec les hommes ou les femmes. Et finalement, il a opté pour les femmes. D'autres choses drôles, mais moi, qui m'ont mis mal à l'aise, parce que j'avais eu quand même j'avais une éducation bourgeoise qui faisait que je ne pouvais pas comprendre la provocation des boursiers grecs. Je pensais que c'était des gens qui n'avaient aucune éducation et je ne comprenais pas que c'était la provocation, à savoir que le premier petit déjeuner, quand les stewards anglais, qui étaient très stylés, nous ont apporté le petit déjeuner comme il se devait, les boursiers grecs ont vidé tous les sucriers dans la confiture et ont commencé à manger avec cuillère à soupe le contenu des compotiers. Et j'étais très gênée. Quelle était l'ambiance dans le bateau? D'abord, c'était la joie de tous ces gens qui se trouvaient dans un bateau et on exprimait cette joie avec tous les moyens.
Deuxième chose, c'était le contact avec la réalité de ce bateau, qui était un bateau transformé en un bateau pour transporter les troupes. Oui. Et en même temps, notre contact avec le confort de ce bateau et surtout la nourriture qu'on a trouvée à l'intérieur de ce bateau. Il y avait une quantité de petites infirmières anglaises là, qui nous regardaient, mais comme si on était transparent. On n'a pas, enfin moi, on m'a jamais adressé la parole. C'est vraiment les Anglais parlaient entre eux. Et nous, c'était comme si on n'existait pas. Nikos Karakostas. Bien sûr, le restaurant s'était ouvert, il nous donnait à manger bien, surtout qu'on avait faim tu sais, après cette période. Et je me rappelle là, un spectacle assez drôle, c'est que parmi les étudiants, il y avait certains qui mettaient du sucre dans la marmelade. Ça, c'est vraiment, ils versaient complètement le pot de sucre dans leur marmelade. Ça choquait les Anglais, bien sûr. Et après, on faisait 2 fois la queue pour prendre des cigarettes. Quels étaient vos rapports, notamment avec ces officiers anglais qui représentaient avant votre départ des gens qui n'étaient pas spécialement agréables? Mais alors, quels sont ces rapports avec eux? Ben écoutez, l'Angleterre, comme tout le monde sait, se divise en deux. C'est la politique anglaise qui pourrait être désagréable, atroce, tout ce que vous voulez. Et puis il y a les Anglais qui sont des hommes comme nous, et des hommes de la mer comme nous, et avec lesquels on s'est entendu vraiment très très bien. Écoutez, il y a 2 épisodes à vous dire. Tout d'abord, notre précipitation au petit déjeuner anglais, au breakfast anglais, que nous avons connu pour la première fois. Surtout, notre précipitation sur le sucre qu'on a fait des années et des années à avoir. Et avec notre amusement, l'apathie du majordome anglais, que chaque fois qu'il apportait la soupière, une soupière pleine de sucre, le sucre disparaissait dans quelques minutes, et puis après lui, il reprenait la soupière et il la rapportait ensuite plein de sucre par 2 ou 3 ou 4 fois dans chaque déjeuner. Et puis après l'autre épisode, enfin, c'est comme c'était un bateau de guerre, et il y avait des mines encore, le maréjais était plein de mines, et les Anglais, enfin le commandement du bateau a voulu nous faire insérer dans les exercices de l'équipage. On a commencé ces exercices de sauvetage, premier ou deuxième jour. Le 3e jour, on commençait à rigoler. Et le 4e ou 5e, c'est les marins anglais et les officiers anglais qui ont commencé eux aussi à rigoler avec nous. Et à la fin, le commandement nous a dispensé de ces exercices parce qu'on risquait quand même de... Donc c'est le virus de l'esprit méditerranéen dans l'esprit anglo-saxon. C'est ça. Et il y avait l'histoire du piano muet de la fille, je ne me rappelle pas son nom. Elle amenait un piano muet. Alors son problème, c'était toujours d'envelopper bien son piano. Kostas Koulandianos. Protéger son piano. Alors, il s'adressait à nous, on l'a embêté avec cette histoire de piano, et on l'a envoyé sur les marins anglais. Elle a emmerdé tout le monde avec son piano, tout le monde. On essayait d'organiser un peu la vie des étudiants dans ce bateau, et on a eu pas mal de réunions d'amusement et aussi des concerts qui étaient donnés par nos camarades, comme par exemple de M. Khorafas, qui à l'époque qui était violoniste, et il nous a donné un concert dans une grande salle de ce bateau. Des officiers britanniques, s'il vous plaît, avaient le mal de mer et faisaient du footing sur le pont pour arrêter un petit peu le mal de mer. Je me souviens aussi d'une tempête, une grosse mer, au large du Cap Mallet, ce qui est tout à fait normal. Tous les marins savent à quoi s'en tenir sur le Cap Mallet. La plupart des boursiers et assimilés avaient eu eux aussi le mal de mer, et on a pu se partager à quelques-uns le breakfast anglais le matin. C'est-à-dire cette fameuse marmelade avec du sucre. Ouais. Et puis, à ce moment-là, j'ai senti comme un choc, j'ai senti comme une espèce de rupture, comme si cette terre que je quittais me faisait signe, c'était l'adieu. Effectivement, ensuite, on est entré dans les eaux territoriales de l'Italie, peu après. Et à ce moment-là, j'ai compris pourquoi je n'enregistre pas déjà une sorte de tas second.
J'avais peur. Il faut l'avouer, peur de l'avenir, je ne savais pas du tout où j'allais. Et j'avais un chagrin profond que je ne voulais pas m'avouer. Dans ce contingent d'intellectuels, il y avait une minorité même importante de femmes. Est-ce que le fait d'être femme vous a peut-être permis d'avoir une certaine sensibilité particulière à cet épisode? Non? Ah, ça, comment le dire? Comment le savoir? Ne serait-ce, je vous interromps, parce que vous avez peut-être été une des seules personnes à produire, disons, un texte, une trace de cet épisode après être arrivé en France. Et qui est un texte qui est à la fois un texte littéraire et un texte qui rend compte quand même explicitement de ce qui se passe. Oui, c'est-à-dire, il y a sûrement d'autres sensibilités plus profondes que la mienne qui n'arrivent pas à s'exprimer sur le plan littéraire. Mais ça, c'est secondaire, le fait de s'exprimer. Ce qu'on éprouve, ça, c'est important. Ce que je peux dire, c'est qu'un homme oserait plus difficilement avouer qu'effectivement, il a mal sur ce point précis. D'ailleurs, le souvenir de ce voyage est très très confus dans ma tête, je vous avoue, pour plusieurs raisons. D'abord, j'avais très froid. C'était le mois de décembre, 1945, et il se trouve que quand j'ai froid, je ne peux rien faire, ni penser, ni sentir, ni enregistrer, ni rien du tout. Donc je me souviens vraiment de très très peu de choses, de tout ce voyage. J'avais le sentiment d'une espèce d'anesthésie, comme si c'était une coque qui continuait encore ma vie en Grèce et qui me protégeait. Πότε θα ανοίξω με πανιά να κάτσω στο τεμόνι. Πότε θα ανοίξω με πανιά. Elena Mangriotis, psychanalyste. C'est quand on a débarqué en Italie que les choses ont changé. Je me souviens qu'arrivé à Tarente, il y avait un groupe de gens qui nous attendaient sur le grand pont, le poing tendu en nous saluant. Et là, je me suis sentie très fière. Bon, ils ne s'adressaient pas à moi, bien sûr, ils s'adressaient à tous les communistes militants du bateau, mais c'est comme si je participais un peu à leur gloire. Tarente, c'était presque encore la Grèce, curieusement. Ça m'a donné la grande Grèce, ou la Grèce à l'époque en tout cas, ça m'a donné l'impression d'une pauvreté. On avait même le sentiment qu'on va nous piller les bagages, on se demande pourquoi et qu'est-ce qu'ils avaient à prendre, mais enfin c'était un peu comme ça. À Tarente, je crois, la première fois où j'ai vu ces maisons patriciennes d'Italie, ce qu'il en restait bien entendu, parce que Tarente a été copieusement bombardée toute la guerre, que j'ai beaucoup aimé par la suite. Mais c'est la seule image que je garde. Elle ressemblait un petit peu, ces maisons, à certaines maisons à Corfou, aux îles Ioniennes ou à Zante. Avant qu'on débarque, on avait organisé parmi les étudiants une équipe pour descendre les bagages de Mataroa à terre. À terre. Et c'est là qu'on a constaté que, n'ayant pas l'expérience de voyage à l'étranger, les étudiants grecs, ils ont amené avec eux tout ce qu'ils croyaient nécessaire pour leurs études ou pour leur séjour en France. Il y avait une grande malle, une grande caisse, très lourde, et qu'on avait du mal à la transporter. Mais alors, avec un faux mouvement qui s'est passé à un moment donné, cette caisse a tombé, c'est ouvert, et on a vu à l'intérieur des livres qui sont étalés sur le parquet de Mataro. Et parmi les livres, je me rappelle encore avoir vu Nana de Zola. On circulait un peu dans le port de Tarente, et on faisait, là, il y avait des oranges, je me rappelle, il y avait beaucoup d'oranges à cette époque-là, et on faisait du troc. En donnant 3 cigarettes, on avait presque 1 kilo d'orange. Il y avait des petits jeunes là qui faisaient ça. J'ai oublié aussi de dire qu'avant de partir d'Athènes, tout le monde avait peur en disant qu'en Italie, vous risquez d'être enfermé dans un camp de concentration. À Paris, vous risquez d'avoir faim, de mourir de faim. Alors, chacun prenait avec eux de conserves. Et moi, personnellement, j'avais pris avec moi 30 kilos de conserves. Alors ça, je me rappelle. Et ça m'a servi d'ailleurs, parce qu'en arrivant à Paris, il y avait encore des tickets. Ça faisait une petite montagne. Hein. Oui. Ça faisait à peu près 16 mètres carrés de surface de bagages. Hein.
sur 2 mètres de hauteur à peu près. Hein. Ça fait un paquet. Ça fait quand même 20 mètres cubes à peu près de bagages. Et là-dedans, qu'est-ce qu'il y avait? Alors, il y avait des livres. Il y avait de tout. De vêtements, de nourriture, de machin. Parce que il y avait les mères de tout le monde avaient préparé de confitures, de je ne sais pas quoi, de n'importe quoi. Il y avait beaucoup de choses. Aristide Didikas. Des Taras où on surveillait les valises parce qu'on avait constaté des mouvements de jeunes Italiens qui cherchaient à tout moyen de voler nos valises. On avait organisé des commandos, vous pouvez dire, qui surveillaient nos bagages. Et alors, les Italiens ils nous ont accueillis vraiment très amicalement, malgré qu'on avait fait la guerre il y a quelques années avant. Et ils nous ont dit qu'ils mettent à disposition 2 wagons pour nous transporter jusqu'en Suisse. Et on a transporté nos bagages, on est entré dans ce wagon. Et quand on a vu ce wagon, on était vraiment très étonnés. Quand on a vu qu'il n'y avait pas de fenêtres, il ne fermait pas, il n'y avait pas de vitres, et il n'y avait pas de lampes d'électricité pour éclairer le wagon. Et en plus, je suppose qu'une fois que vous aviez mis tous ces très nombreux bagages, il y avait très peu de place. Et il y avait très peu de place assise, mais enfin on était serrés l'un sur l'autre pour s'asseoir. Mais ce qui nous a impressionné le plus, c'était qu'il n'y avait pas de fenêtres ni de glace et de vitres, et il faisait assez froid. Rappelez qu'on est en plein hiver. Il faisait déjà assez froid. C'était au début de décembre, et le soir, il faisait assez froid. Au Moyen-Âge presque, il n'y avait rien. Et les portes aussi. Les portes partaient, les portes. Ça se dégringolait carrément. Et on a mis combien? On a mis 2-3 jours pour traverser l'Italie, quelque chose comme ça. Ce que je me souviens, c'est que nous étions une bande de 4 absolument insupportables. Des chahuteurs. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Peut-être par peur et par angoisse. De chagrin. Encore une fois, je suis la seule de mon avis, à donner cette interprétation, cette analyse. Mais le fait est qu'on était vraiment giflés, je crois. C'était simplement une classe d'âge, c'était l'avant-garde de la sensibilité grecque. Non, il y avait des gens de notre âge qui étaient quand même autrement sérieux. Moi, il avait quelques phénomènes avec nous. Il avait une folle qui voyageait avec un petit piano portatif. Alors, quand on est arrivé à Tarente, je crois, c'était à Tarente, on l'a perdu complètement parce qu'elle s'est trouvée très bien. Elle dit, moi je reste là. Alors on a fait 2 ou 3 heures pour chercher la folle et la ramener dans le train. Après, quand on a traversé l'Italie, ils étaient en équipe, ils étaient tous ensemble, je crois, Papaioannou, Xenos, Castoriadis, il y avait encore 3 ou 4 autres qui sont partis après en Hongrie ou je sais plus. C'est ça. Et eux, je me rappelle la nuit, c'était avec le froid, et eux, ils jouaient aux cartes jusqu'à 4 heures du matin. Moi, j'étais crevé, fatigué. Je me suis mis sur 3 valises qu'on a mis debout à côté de la fenêtre. J'ai mis une main autour de la fenêtre pour me tenir pour ne pas tomber. Et j'ai dormi de 6 heures l'après-midi jusqu'à 4 heures du matin sans rien comprendre. Il y avait les gens qui passaient à côté de moi, ils me donnaient des coups de pied. Les autres qui criaient, je n'ai rien compris. J'étais tellement fatigué que j'ai dormi comme ça en équilibre, parce que sur le debout des valises, pas par terre, les valises posées debout. Là, on était serrés l'un contre l'autre. Et à ce moment-là, on s'est raconté des histoires où on parlait de nos souvenirs pour garder le contact avec les autres. Et comme on n'avait pas de lumière, on ne voyait pas qui était en face, parce que c'était en pleine obscurité, et on essayait de deviner la personne qui nous répondait par ce qu'il disait, par la voix de la personne. Alors c'était très amusant parce que parfois on croyait que c'était une autre personne qui nous répondait et on continuait à discuter sans savoir. Dans le train, il y avait des groupes qui s'est formés et c'était très rigolo. Vous faisiez partie du groupe des très jeunes. Oui. Qui étaient-ils Il y avait Hadji Michalis, et Zenetos, qui est malheureusement mort. Et il y avait 2 ou 3 filles qui ne sont plus là, qui sont à Athènes. Et c'était très rigolo.
Il y avait Papa Yohan aussi. Il y avait Papa Yohan. Et il y avait une fille qui faisait, je crois qu'elle était microbiologue. Oui, elle était déjà une femme qui avait fini ses études, etc. Elle faisait un stage en France. Alors elle avait amené des bougies. Elle avait posé des bougies, parce que c'était autour de Noël, tout ça. Oui. Elle posait des bougies dans le train, elle a allumé les bougies, elle a ouvert l'évangile. Elle a commencé à lire l'évangile. Et nous, on était comme dans une église. C'était La Nef des Grecs, dans les chemins de la connaissance sur France Culture, une série en 10 épisodes dont vous venez d'écouter les 5e et 6e émissions, diffusées le 7 novembre 1980, de la défaite de la gauche à l'idée du départ, et diffusées le 10 novembre 1980, Mataroa, bateau de l'intelligentsia grecque.